Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Plus de 2,5 millions de Français vivent à l'étranger. Avec l'épidémie de coronavirus, beaucoup d'entre eux ont quitté brutalement leur pays d'adoption pour rentrer en France. Un départ décidé parfois en quelques heures, sans même dire au revoir aux amis ou aux collègues. Il serait des centaines de milliers dans ce cas. Ces hommes et ces femmes dont la vie a basculé sont aujourd'hui dans l'incertitude. Nina, qui vivait en Colombie, témoigne au micro de Claudia Prolongeau. Nina a 26 ans. Depuis le mois de mars, elle est en Allemagne chez ses beaux-parents où elle a atterri en urgence après avoir quitté en quelques heures la Colombie. À Medellín, elle vivait avec Félix, rencontré 6 ans plus tôt en Erasmus. J'ai toujours voulu me rapprocher du milieu un peu hispanophone, etc. J'ai éprouvé vite le besoin d'être dans un contexte géographique où je suis dans la rue et autour de moi on ne parle pas français mais on parle espagnol. C'est quelque chose que j'attendais depuis des années. Et du coup, en 3e année de licence, que je faisais à Rennes, je suis allée en échange Erasmus à Bilbao, au Pays Basque en Espagne. C'est là que j'ai rencontré Félix, avec qui je suis actuellement depuis 6 ans, bientôt 7. C'était mon coloc, voilà. Et donc, moi j'avais toujours envie, c'était un petit peu un rêve, d'aller en Amérique du Sud, mais pas en vacances quelques semaines, mais vraiment m'implanter dans un endroit où je pourrais vraiment découvrir la culture et la vivre, quoi. L'histoire entre Félix et Nina commence donc en 2013. S'ensuivent quelques années d'aller-retour entre la France et l'Allemagne, où Félix vit et poursuit ses études d'économie internationale. Nina, elle, est à Strasbourg et fait un master en sociologie de l'action sociale. En 2018, ils ont enfin tous les deux terminé leurs études. En fait, moi, j'ai eu un contrat assez significatif pour ma carrière professionnelle juste après mon master. Pendant 2-3 ans, je travaillais dans une ONG de développement international. Et donc, j'avais eu quand même une expérience qui faisait que je pouvais trouver du travail un peu plus facilement. Et Félix, lui, il sortait de ses études. L'objectif pour lui, c'était d'avoir un poste fixe dans un pays d'Amérique centrale, surtout, pour pouvoir partir à l'aventure et qui pourrait aussi justifier d'une expérience significative pour lui plus tard pour sa carrière professionnelle. Puis moi, mon objectif, c'était de trouver un travail sur place, mais sans trop se stresser, quoi. Assez vite, les choses tournent bien et Félix trouve un emploi au Panama. Mais pour occuper ce poste dans une entreprise française, il faut qu'il soit formé à Lyon pendant 1 an. Le couple part donc s'installer là-bas et attend une autre opportunité pour l'Amérique centrale ou du Sud. On a vécu 1 an à Lyon, en 2018-2019, et c'est en janvier 2019 qu'on a appris qu'on allait partir en Colombie. Moi, j'ai eu une opportunité de contrat 6 mois avant qu'on parte à Medellín. Il y avait une certaine rumeur comme quoi c'était une ville, un peu la ville des possibles, où tu peux facilement monter quelque chose. Et donc nous, ça nous attirait un peu, quoi. Finalement, je n'ai pas eu ce poste-là, et puis en fait, on a dit on reste sur l'idée de Medellín quand même. Et donc le travail de Félix a dit ok, c'est bon la Colombie. 6 mois après, on est parti. Je savais pas trop ce qu'il y avait comme possibilité d'emploi en Colombie. Du coup, j'ai fait un visa travail-vacances pour ne pas avoir le stress de trouver tout de suite un emploi, etc. Mais plus de prendre un petit peu la température, de rencontrer des gens. Et puis en Colombie, tout se fait un peu par le bouche à oreille, quoi. On a attendu franchement 1 an pour pouvoir partir en Colombie. Il y avait toujours des imprévus de dernière minute au niveau du travail de Félix, au niveau des papiers. Enfin, c'était assez chaotique. Et enfin, quand on est parti en mai 2019, c'était un peu la libération. En mai 2019, Nina et Félix prennent l'avion avec toutes leurs appréhensions. On avait quand même beaucoup d'échos, des gens qu'on connaissait qui étaient partis à Medellín et qui disaient « mais c'est incroyable ». Et en fait, ça avait l'air facile, entre guillemets. Après, c'est sûr qu'il y avait une appréhension un petit peu, parce que Medellín, tout le monde, surtout la génération de mes parents, connaît Medellín dans le sens cartel de Medellín, la drogue, etc.
Nos proches nous disaient mais pourquoi tu vas à Medellín ? On s'est dit en fait on va y aller, on va voir ce qui se passe et si ça craint vraiment trop, et ben dans ce cas on changera de pays. Mais on s'est dit si on n'y va pas nous-mêmes sur place et qu'on n'expérimente pas la vie quotidienne, on ne pourra pas se faire une idée propre quoi. On a fait avant de partir quelques colloques, on était sur Lyon, il y avait pas mal d'événements culturels autour de Medellín, la Colombie, etc. Et ça nous a un petit peu refroidi parce que c'est vrai qu'il y a un passé historique qui est très violent. On savait pas trop où on mettait les pieds. Faut savoir que du coup Félix est allemand, moi je suis bretonne, donc c'est un peu le grand écart. On a laissé les affaires chez nos parents respectifs et on a déménagé très très vite de Lyon. Et 2 jours après, même pas, on était dans l'avion. On était dans le feu de l'action, etc. Et on est arrivé et on se donnait 10 jours pour chercher un appart et vraiment s'installer. On était un peu façonnés par tout ce qu'on avait entendu, etc. Et on était méfiants alors qu'il n'y avait pas forcément de raison, quoi. Nina et Félix trouvent un appartement dans les 10 jours qu'ils se sont donnés et Nina commence à travailler elle aussi. D'abord pour une association franco-colombienne, puis pour une agence de voyage où elle est interprète et fait visiter aux touristes un quartier en particulier, autrefois gangréné par le trafic de drogue et qui renaît grâce au street art. Assez rapidement, la question du visa revient sur la table. Moi, j'avais un visa d'1 an. Félix avait un visa de 2 ans, qui était renouvelable. L'entreprise avec qui je travaillais, l'agence de voyage, m'avait proposé de me faire un visa travail après mon visa de travail-vacances pour qu'on puisse rester autant de temps qu'on voulait, quoi. Et en fait, pour faire un visa travail après un visa travail-vacances, je ne le savais pas, mais en gros, il faut de toute manière faire la demande de visa depuis ton pays de résidence normal. Il fallait absolument que je rentre en France pour pouvoir être plus longtemps en Colombie, et donc c'était le plan en avril 2020 là. De rentrer en France, de faire ma demande de visa travail avec le soutien de l'agence de voyage pour laquelle je travaillais. Et en fait, ça a été complètement stoppé par le coronavirus. Dès février, Nina et Félix se voient, mais de loin, progresser le coronavirus dans le monde. Le visa de Nina doit expirer mi-mars et elle sent que le plan initial commence à vaciller. Il fallait toujours veiller à toutes les normes et toutes les règles et toutes les lois qui passaient en Colombie pour voir un petit peu comment on pouvait ajuster notre plan. Je m'étais dit, je peux pas rentrer en France, on va attendre que tout ça passe. Je vais aller au Panama, je vais aller à l'étranger, je vais annuler mon visa et je vais revenir en tant que touriste. En tant que touriste, tu peux être 3 mois renouvelable une fois sur le territoire colombien pendant 1 an. Donc en théorie, je pouvais rester 6 mois sur le territoire colombien encore tranquillement, quoi. Et puis finalement, à la mi-mars, le président colombien a annoncé que seuls les ressortissants colombiens, donc les gens de nationalité colombienne et les personnes ayant le statut de résident, pouvaient sortir et rentrer sur le territoire colombien, mais les autres non. Si Nina quitte le pays, elle ne pourra donc plus y rentrer, mais si elle y reste, après l'expiration de son visa 2 semaines plus tard, elle y sera illégalement. Si moi j'étais illégale, je savais pas trop quelles étaient les conséquences d'un point de vue médical, parce que faut savoir quand même que le système médical en Colombie, il est pas horrible, mais en gros, si t'as de l'argent, t'es soigné, quoi. Clairement, et t'es bien soigné. Si t'as pas d'argent, c'est un peu plus compliqué. Et moi, j'avais fait déjà quelques petits séjours à l'hôpital, et je me suis dit, si je n'ai pas de couverture ou si je n'ai pas de moyens pour avancer mes soins, c'est quoi le plan, sachant que les hôpitaux risquaient d'être overbookés comme en France à cause du Covid. J'ai essayé de négocier avec la migration, pour savoir s'il n'y avait pas des mesures exceptionnelles pour prolonger des visas ou permettre un renouvellement plus facile voilà, mais la migration était très ils avaient des mots d'ordre et en gros c'était très obtus, quoi. Et ils m'ont clairement dit écoutez, les aéroports ferment cette semaine, si vous voulez partir, c'est maintenant.
On a eu du mal à prendre la décision dans le sens où quand on a appris cette nouvelle, donc qui fermait toutes les frontières, on a fait nos valises sans y croire. J'ai préféré être prévoyante en me disant ok, peut-être que demain ou après-demain il va falloir partir en urgence. Donc mieux vaut faire les valises. On était quand même dans notre appartement depuis 1 an, on avait des photos, on avait des plantes, enfin bon. Du coup on a fait toutes nos valises en une nuit. Et le lendemain, j'avais prévu d'aller à la migration pour essayer de négocier, pour voir ce qui était possible de faire. Et finalement, on m'a dit que c'était pas possible de rester en Colombie avec un autre visa ou avec une solution au moins légale. Et j'ai aussi contacté l'ambassade de France qui était complètement... c'était assez surréaliste, hein, les appels que j'ai passés à l'ambassade de France à ce moment-là, parce que je pense qu'ils n'étaient pas prêts à gérer tout ça. Il y avait quand même vachement de Français en Colombie. Il y en a encore beaucoup aujourd'hui qui sont toujours pas rentrés. Et en fait, on m'a clairement dit, on ne peut pas répondre à vos questions, mais on a un seul conseil à vous donner. Si vous pouvez rentrer aujourd'hui ou demain, courez, quoi. Le 16 mars, moins de 24 heures après avoir commencé leurs valises, Félix et Nina quittent donc la Colombie par l'un des derniers avions pour l'Allemagne. On sentait vraiment un décalage entre nos proches qui étaient stressés ou qui étaient préoccupés et nous, en mars, il y avait 3 cas à Medellín, quoi. Donc notre quotidien n'était pas impacté. Le moment où je m'en suis rendu compte réellement, c'est quand on était à l'aéroport pour rentrer en Europe et que il fallait avoir des masques, des gants, etc. Françaises, Français, mes chers compatriotes. On a regardé le discours du président Macron le 16 mars, presque dans l'avion en fait, qui allait décoller pour Bogota. Et on a été choqués en entendant... Dès demain midi, les frontières à l'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen seront fermées. C'est là vraiment qu'on a pris conscience que c'était quelque chose de réellement de mondial. On savait qu'en Europe c'était là, on savait qu'en Italie, en Espagne et en France ça commençait vraiment à craindre et à devenir assez compliqué. Il y avait le débat sur des couvre-feux qui allaient être mis, etc. Je sais qu'en France il y avait eu énormément de mesures. On n'a pas eu d'entrée progressive dans le coronavirus, nous en fait. C'était un peu bizarre. On est passé du tout au tout. Depuis, Nina et Félix vivent à Fribourg, chez les parents de Félix. Sans perspective et sans emploi pour elle, ils attendent de savoir comment leur vie peut évoluer. En 1 an, on a fait beaucoup de choses. En Colombie, on a visité et on a vécu des expériences incroyables, mais on n'a pas fait le quart de la moitié de ce qu'on voulait faire. Et la question se pose réellement de savoir combien de temps on va se permettre d'attendre comme ça, que je ne cherche pas forcément d'emploi. Parce que clairement, si j'ai un contrat court et qu'on me dit dans 2 semaines tu peux rentrer en Colombie, je vais rentrer en Colombie, c'est sûr. On peut rien construire ici et on ne peut pas construire là-bas. C'est un petit peu, on est en période de flottement intense là, et on se demande vraiment à partir de quel moment on va décider la Colombie c'est mort finalement. On est un peu pendu aux annonces ministérielles françaises. On espère secrètement pouvoir rentrer en 2020, mais j'avoue que c'est un peu compliqué. Officiellement, les aéroports colombiens ne seront pas ouverts avant fin août, début septembre. Mais ça peut être prolongé, quoi. Et dans tous les cas, il faut qu'on rentre en Colombie parce qu'on a laissé beaucoup d'affaires dans la cave d'amis à nous. Puis moi, j'estime que on est parti un peu quand même comme des voleurs. On est parti en 24 heures. On a dit au revoir à personne. Moi, j'ai prévenu mes chefs que je ne viendrai pas travailler aujourd'hui parce que je suis dans un taxi pour l'aéroport. À Medellín, Nina et Félix ont vidé leur appartement, mais décidé de continuer à payer le loyer en espérant pouvoir rentrer. Mais là aussi, ils ne savent pas combien de temps cette situation peut durer. Avec le recul, dans l'absolu, on aurait pu rester. Parce que finalement, la migration en Colombie a gelé tous les visas, même les touristes qui sont sur place, ils sont pas forcément illégaux. En fait, à l'heure actuelle, l'urgence sanitaire, elle est décrétée jusqu'au 31 août.
officiellement. Et jusqu'à cette date, les étrangers sur le territoire qui avaient des visas ou des titres de visite peuvent rester légalement jusqu'à cette date-là, quoi. Mais au moment où on s'est posé la question, les personnes ressources qui étaient la migration et l'ambassade de France nous ont dit fuyez, quoi. Le gros problème en Colombie actuellement, c'est la crise économique qui s'ensuit de la crise du Covid. Et c'est vrai que les gens avec qui je travaillais dans ce quartier à Medellín, aujourd'hui c'est plus des guides touristiques parce qu'il y a plus de tourisme, mais c'est des gens qui distribuent des denrées alimentaires. Parce que clairement, les gens ont faim. Et c'est ça qui m'inquiète le plus en fait. Et c'est un peu compliqué à gérer émotionnellement parce que j'aimerais bien pouvoir être sur place pour aussi donner un coup de main, aider, distribuer de la nourriture. Voilà, là je suis un peu dans ma tour d'ivoire en Allemagne. Pour l'instant, je suis d'une inutilité sociale incroyable et c'est ça qui me pèse le plus en fait. Claudia, ce qui est dur pour Nina, c'est qu'elle ne parle pas allemand. Oui, en effet. Alors, elle me disait qu'après les 2 mois de confinement, elle parlait quand même un peu mieux allemand, mais elle peut pas travailler là-bas. Donc, c'est vrai que pour l'instant, elle est coincée là-bas et elle peut vraiment pas se projeter, même si elle doit rester à Fribourg, qui par ailleurs, elle me dit, est une très jolie ville et elle a de la chance d'être là-bas et elle a conscience qu'elle a eu un confinement beaucoup plus facile que d'autres gens et beaucoup plus agréable, mais c'est quand même compliqué pour elle d'être là-bas. Est-ce qu'avec le début du déconfinement, elle va pouvoir rentrer en France ? Alors, pour le moment, les frontières sont toujours fermées entre la France et l'Allemagne, donc on peut pas passer d'un pays à l'autre. Mais Édouard Philippe, le Premier ministre, a dit qu'elle pourrait rouvrir le 15 juin. Donc Nina va attendre d'avoir le droit de venir en France. Et effectivement, dès que ce sera le cas, elle viendra, ne serait-ce que pour voir sa famille. Mais quand on l'écoute, on sent qu'elle est très attachée en fait à son pays d'adoption, la Colombie. Oui, vraiment, son objectif aujourd'hui, c'est de retourner en Colombie. Malheureusement, plus le temps passe et plus elle se dit que ça risque d'être très compliqué et peut-être même impossible. Donc elle se fait doucement à l'idée qu'elle pourrait ne pas y retourner, mais bon, clairement, c'est son objectif pour l'instant de repartir vivre là-bas. Merci Claudia Prolongeau et merci à Caroline Piquet pour son aide. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été produit par Stéphane Geneste et Myrène Garay-Coetchea. Réalisation Alexandre Ferreira.